Laura, bonjour à toi, bienvenue dans ce podcast. C'est, Bonjour à toi Arnaud. c'est un réel plaisir pour moi, pour nous, pour la communauté de t'accueillir. Ça fait vraiment plaisir. Merci, c'est un plaisir également d'intervenir sur ton podcast que je suis avec attention, donc c'est cool. Écoute, je te laisserai te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais pour que les gens qui nous écoutent puissent en savoir déjà un petit peu plus sur toi. Yes, alors moi je m'appelle Laura Ballot, alors moi je suis coach sur les personnes hypersensibles. Je suis spécialisée vraiment sur ce type de profil et je suis aussi spécialiste en gestion des émotions et en communication. Je travaille un petit peu aussi au niveau énergétique et donc voilà. Super, donc aujourd'hui je te propose qu'on aborde surtout ce côté gestion des émotions parce que, comme tu le sais, dans la vie, si on n'arrive pas à gérer ses émotions, ça peut être très destructeur et ça peut être un gros frein à notre avancée. Et j'aimerais justement parler de tout ce côté émotion parce que je pense qu'au niveau des émotions, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises et notamment on entend beaucoup le fait qu'il faut éviter ces mauvaises émotions, que par exemple être triste c'est mal, être en colère c'est mal, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder tout ça avec toi. Oui, et je pense que c'est très bien. Je te remercie beaucoup pour ta question parce que moi, j'entends souvent alors les émotions positives, négatives, ce type de vocabulaire. Déjà, je pense que il faut bien comprendre que chacune de nos émotions est utile en fait. Mhm. Qu'il n'y a ni d'émotions négatives ni positives, qu'il y a des émotions qui sont agréables, désagréables, mais que dans tous les cas, chacune de nos émotions est utile et juste. Si je ressens par exemple typiquement de la colère, ça me permet quoi? Ça me permet de rétablir mes frontières. C'est quand j'ai notamment eu une personne extérieure en général ou un événement extérieur qui est venu un petit peu, on va dire, tenter de franchir ces Mhm. frontières, pour moi qui correspondent à nos valeurs, à nos besoins. À ce moment-là, justement, ma colère va permettre, si je la canalise bien, de rétablir en fait ces frontières-là. C'est pour ça que je crois beaucoup au fait qu'il ne faille pas contrôler ses émotions, que de bloquer ses émotions, finalement, ça les alimente. Si je bloque ma colère, par exemple, elle va ressortir en étant 2 fois plus grande. Mais au contraire, de l'orienter, par exemple, cette colère vers la mise en place de mes limites. Et c'est la même chose pour toutes les émotions, hein. À chaque fois, nos émotions ont vraiment une signification aussi derrière. Par exemple, la tristesse, c'est le deuil. C'est quel deuil est-ce que je suis en train de faire, soit par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Enfin voilà. À chaque fois, j'ai une compréhension des émotions. Mais au-delà même de cette compréhension des émotions, ce qui va être vraiment utile pour moi, c'est de les libérer, ces émotions, de les libérer de manière juste et sans que ça porte atteinte aussi à mon intégrité. Donc la première clé pour toi, c'est d'arrêter d'avoir cette pensée de sentiments positifs ou négatifs. Positifs ou négatifs. C'est ça, parce que si je me dis finalement que mes émotions sont positives ou négatives, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais très bien accepter mes émotions positives, mais les émotions que je vais estimer être négatives, qu'est-ce qui Mm. va se passer? Je vais les refouler. Je ne vais pas les accepter, donc elles vont être dans une espèce de zone d'ombre. Elles seront toujours présentes, mais comme je ne vais pas les ressentir, en fait, elles vont rester bloquées. Et au niveau énergétique, par exemple, elles restent bloquées même au niveau corporel. Et à ce moment-là, je vais avoir 2 solutions. Elles vont s'accumuler progressivement. Et à la fin, 2 solutions, soit j'implose, soit j'explose. C'est-à-dire que quand j'explose, si je suis en colère, par exemple, je vais crier, je vais être énervée, etc. Si j'implose, je vais retenir toutes ces émotions-là. Et à ce moment-là, soit je vais les somatiser, soit ça va passer au niveau corporel, où je vais avoir des mécanismes de somatisation des émotions, c'est tout ce qui est les maladies psychocorporelles, soit je vais avoir des mécanismes de dépression, de burn-out, etc., ce genre de choses à l'extrême. Donc c'est pour ça que c'est très important, plutôt que d'être dans une dimension cocotte minute, où j'accumule toutes mes émotions, où je les mets tout dans la cocotte, et puis après ça explose ou ça implose, de les libérer au fur et à mesure pour être bien émotionnellement et pour mieux canaliser et libérer ces émotions. C'est assez intéressant ce que tu dis parce que quand tu dis justement quand on garde un peu ces émotions désagréables en nous, ça se reflète au niveau corporel, au niveau physique. Et est-ce que toi tu penses que il y a beaucoup de maladies qui sont justement liées au fait de garder ces émotions? Mais moi, je crois que, je crois que c'est à peu près toutes les maladies, hein.
en fait, hein. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un champ qui est pas forcément, alors qui est davantage connu depuis l'essor des neurosciences dans les années 90, etc. Avec notamment les neurotransmetteurs, on arrive à mieux comprendre les interactions entre le psychisme et la dimension émotionnelle au travers de la biochimie du corps. Mais c'est un domaine, je te donne un petit exemple personnel, hein. Moi, je me souviens, d'ailleurs, je l'avais mis dans un de mes podcasts aussi, que quand j'étais au lycée, tu vois, je passais le bac, je passais Sciences Po et tout. Alors, j'étais super stressée, super angoissée et tout, à tel point que j'en avais eu, en fait, des problèmes de dos. J'avais eu le nerf sciatique bloqué et tout, enfin, des trucs comme ça. Et quand j'avais été aux urgences à l'hôpital plusieurs fois parce que je faisais d'énormes crises d'angoisse, parce que ils ont cherché si j'avais des maladies musculaires, des trucs, des machins. Mais au final, ils ont fini par me dire, bah, écoutez, non, ça n'existe pas, c'est psychosomatique. Voilà, en gros, allez voir un psychologue et puis ça sera réglé, quoi. Mm. Donc, et par cette expérience-là, je me suis dit, bah, en fait, il y a presque un champ qui est un peu, tu vois, une sorte de zone grise. Tu as d'un côté la médecine conventionnelle où on va dire tu traites uniquement la partie physique et de l'autre côté la psychologie qui s'attache qu'au mental. Mais entre les deux, bah, c'est vrai que finalement tu as tout ce qui est paramédical, mais il faut aller quand même chercher dans tout ce qui est paramédical pour avoir un traitement qui soit au niveau de cette zone grise, quoi. D'accord, donc toi, c'était vraiment un problème de refoulement des émotions, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, j'avais tellement d'émotions, tellement d'angoisse, tellement de choses, tu vois, que j'avais internalisées, que je somatisais tout ça et que, bah, au bout d'un moment, bah, forcément, ça te crée des troubles. Et notamment, l'angoisse, ça va être des troubles au niveau du dos, au niveau, notamment, si tu veux, de gastrique, etc., des choses comme ça. Tu peux ressentir aussi des sueurs, des choses, enfin Mm. voilà. Tu as vraiment une typologie en fait, de symptômes physiques qui sont liés même aux différents types d'émotions. On fait comment, Laura, pour vivre ses émotions, vivre pleinement ses émotions, mais sans que ça dégénère? Parce que, par exemple, hein, je prends un exemple tout bête, Ouais. si tu dis à quelqu'un qui doit vivre sa colère, bah, tu sais, il y a de grandes chances pour que cette personne se mette à péter un câble et à frapper tout le monde. Et en fait, on fait comment pour vivre pleinement ses émotions sans forcément tomber dans la dégénération ou dans le fait que ça parte complètement en vrille? Ouais, alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que, et justement, moi j'adore l'exemple de la colère parce qu'il est très révélateur. La colère, souvent, on l'assimile à de l'agressivité. Comme tu disais, voilà, comment je libère ma colère sans partir dans une agressivité totale. En fait, la colère, c'est pas que l'agressivité. L'agressivité, c'est une des manifestations de la colère. La passivité, par exemple, c'est aussi une manifestation de la colère. Ce qui veut dire que, par exemple, si je reste passif face à une situation qui ne me convient pas, si par exemple, je sais pas, il y a un comportement dans mon environnement qui me convient pas et que moi je dis rien et que je reste passif, au bout d'un moment, bah, ma colère va s'accumuler et ça va exploser. C'est un peu ça qui se passe en général. C'est d'ailleurs tout l'objet des comportements passifs-agressifs. Je suis passif jusqu'au moment où je peux plus encaisser, quoi. Et puis après, bah, ça explose. Et puis là, la personne en question, je lui sors toutes mes vérités. Et puis en général, à la fois, ça va détruire mes limites à moi, mais aussi l'intégrité de la personne que j'ai en face. Donc, souvent, c'est un peu ça qu'on observe. C'est j'ose pas trop dire à la personne que là, son comportement ne me convient pas, et ce qui fait que ça va exploser. Alors, par rapport à ça, comment je fais une fois que j'ai cette situation-là? Quand un comportement ne me convient pas, j'ai toujours la possibilité de le dire. Et c'est très important, en fait, de poser mes limites justement assez tôt, de manière à ne pas rentrer dans cette spirale un petit peu d'émotions qui vont être désagréables et qui vont détruire, en fait, mes limites et mon intégrité. Mhm. Alors, je termine juste sur ça, du coup. En fait, pour ça, justement, comment est-ce que je fais pour mettre mes limites sans que ça soit par l'agressivité? Bah, à ce moment-là, tu as des mécanismes, par exemple, de communication non violente, des choses comme ça, qui vont me permettre de communiquer avec mon interlocuteur de manière non violente, en me respectant et en respectant aussi l'autre. Ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai déjà fait aussi le cas, enfin, fait face, pardon, à un problème qui est peut-être aussi beaucoup plus profond que ça, parce que
Tu dis effectivement que pour éviter de sombrer tout dans la colère et d'internaliser ses émotions, il faut apprendre à poser ses limites. Ouais, Je pense que tu es aussi passé par là et peut-être que tes clients sont aussi passés par là, sur la difficulté de poser des limites. Parce que tu sais, poser ses limites, il faut, entre guillemets, oser le faire. oui, Il faut avoir le courage de le faire sans avoir peur de froisser la personne, de ouais. perdre une relation ou quoi. Et j'aimerais justement aborder ce côté-là avec toi. Finalement, c'est quoi la clé pour oser poser ses limites? Comment est-ce qu'on peut faire pour poser des limites quand on manque un peu de confiance en soi? Ouais, c'est un très bon point parce que très souvent, ça nous renvoie après à une seconde croyance, souvent qui est la peur du regard de l'autre, qui est la peur de déplaire. C'est toutes ces peurs-là, la peur de l'abandon, du rejet, etc. Et souvent, c'est pour ça qu'on a du mal à pas poser nos limites, qu'on a du mal à poser nos limites plutôt. Mhm. Yes. C'est parce qu'on a ces peurs-là qui nous taraudent et on se dit, mais si je pose mes limites, comment est-ce que l'autre va réagir? Mais le problème, je vais donner un exemple tout simple. Imaginons, moi j'avais le cas d'une amie qui arrivait tout le temps en retard. À nos rendez-vous amicales, tu vois, elle arrivait minimum avec 1 heure de retard, tu vois? Ouais, ouais, d'accord. Je sais pas si tu vois le cas, on a tous, je pense, 1 ou 2 amis, tu vois, comme ça Oui, qui, toujours. voilà. Et alors j'aurais pu ne rien dire, tu vois? J'aurais pu la laisser arriver tout le temps en retard. Mais elle, qu'est-ce qui se passait dans sa vie? Il se passait qu'elle cherchait un job, que quand elle arrivait en retard à ses rendez-vous professionnels, bah, elle était systématiquement pas prise, ce qui est logique. Et ce qui fait qu'en fait, c'est même pas rendre service à l'autre que ne pas poser ses limites, en fait. Tu vois? Parce que si personne Mhm. lui dit rien, bah, elle va tout le temps arriver en retard et encore dans un contexte amical, bon, au pire, elle perd 1 ou 2 amis, ça va, et encore, bon, c'est quand même un lourd, fardeau, mais quand tu es dans un contexte professionnel, bah, si tu arrives tout le temps en retard, c'est quand même problématique. Tu vois? Donc finalement, on croit rendre service à la personne, en réalité, non, parce que c'est juste pour nous et pour elle qu'on pose nos limites. Et dans le pire des cas, si la personne n'accepte pas ses limites, bah, c'est tout simplement qu'elle ne nous respecte pas. Parce que ces limites, qu'est-ce que c'est? Ça renvoie derrière à nos valeurs, à nos besoins qui sont fondamentaux. Donc ça, Mhm. c'est la première chose que je répondrais. Deuxième chose, de manière très concrète, comment je fais? Comment je fais face à une personne comme ça qui arrive tout le temps en retard pour poser mes limites? Tu as 4 étapes. Première étape, déjà, les faits. De manière très, en étant très dans l'observation finalement, je vais juste énoncer les faits. Bah, écoute, voilà, 2 fois cette semaine, j'ai remarqué que tu étais arrivé en retard et cetera. L'idée, c'est vraiment de sortir du jugement. Donc voilà, j'énonce simplement les faits. Deuxième étape, c'est les émotions, les sentiments. Comment est-ce que je me sens par rapport à ça? Voilà, par rapport à ce type de comportement, moi, c'est vrai que je ressens de l'agacement, je ressens de la tristesse aussi, de la colère, enfin, voilà. Moi, je rajouterais aussi une chose, c'est montrer que c'est une stratégie win-win. Par exemple, dans le cas de l'amie en question, comme je sais qu'elle est très, qu'elle est angoissée et qu'elle veut surtout pas perdre notre amitié, je l'ai rassurée par rapport à ça. Ça, c'est au niveau du besoin. Je sentais qu'elle avait besoin d'être rassurée. Donc, je lui ai dit, bah, justement, si je fais ça, c'est pour que notre amitié évolue, pour que ça se passe bien, etc. Donc, montrer que c'est une stratégie win-win, en fait. On a tout intérêt à trouver des solutions à cette situation. Troisième étape, du coup, le besoin. Le besoin par rapport à moi, voilà, moi, mon besoin, bah, ça serait que je puisse compter sur toi, ça serait que je puisse compter sur toi de manière fiable et comprendre aussi le besoin de l'autre. Et enfin, quatrième étape, on trouve des solutions ensemble. Et ça, c'est très important de se dire, je les trouve avec la personne, de poser même la question, bah, quelle solution est-ce qu'on peut envisager? Parce que très souvent, notre communication, elle est orientée jugement, reproche, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Mais ce qu'on attend vraiment, c'est des solutions. Mhm. Et c'est pour ça que c'est très intéressant justement de poser la question, bah voilà, quelle solution est-ce qu'on peut trouver ensemble? Comment est-ce qu'on peut faire pour régler cette situation? Et des solutions qui ne sont surtout pas imposées, des solutions qui sont juste pour moi et pour l'autre, en fait. Et on peut toujours trouver en général un compromis. Et si jamais on ne peut pas, si la personne n'est pas prête à faire ce pas-là, bah à ce moment-là, il y a d'autres questionnements à se poser. Ok, donc si je résume bien, pour ne pas perdre le contrôle de ses émotions, pour ne pas tout encaisser, il faut poser ses limites face aux autres. Et pour poser ses limites face aux autres, il faut être dans une relation un peu de bienveillance, de coopération et de Bien collaboration. sûr.
En fait, c'est l'idée que plus je me respecte moi-même dans ce que je suis, dans mon intégrité, et plus les autres aussi vont me respecter. Tu vois, si moi-même, je ne me respecte pas, que je cherche toujours à voir, parce que l'idée, c'est ça, c'est que très souvent, on recherche de l'amour à l'extérieur de nous. Très souvent, on va manquer d'estime de nous. Et moi, je suis passée par là, hein, surtout, pendant très longtemps, si tu veux, moi, je cherchais à faire plaisir aux autres. Pourquoi? Parce que je manquais d'estime de moi et que finalement, en faisant plaisir aux autres, j'allais chercher de l'amour à l'extérieur de moi. Et donc, je cherchais toujours à rendre service, à donner plein de choses, etc. Alors, je me disais, oui, je donne de l'amour, je donne machin. En réalité, non, je ne donnais pas de l'amour parce que je ne l'avais pas en moi, cet amour. Ce que je faisais, c'était simplement une demande d'amour à l'extérieur de moi. Donc, c'est déjà pour moi de prendre conscience de nos propres besoins, que j'adopte ce comportement du faire plaisir, de la peur de l'abandon, du rejet, etc. Parce que, tu vois, j'ai ces besoins-là en moi. Et du coup, de soigner ça déjà à l'intérieur de moi, et ça va considérablement améliorer ma communication après avec les autres. Si déjà, moi, je suis stable, que je m'aime moi, mais dans un bon sens, hein, pas, parce qu'on se dit, ouais, l'amour de soi, c'est quelque chose qui est égocentrique, qui est... non, ça peut être très positif. Et justement, pour avoir pour moi une communication qui soit assertive avec les autres, qui soit dans la bienveillance, dans l'amour, dans ce qu'on veut, on a déjà besoin de sortir de schémas de certains biais de communication qu'on peut avoir et de se porter déjà de l'amour à soi. Par rapport à ça, est-ce que tu dirais au final que les émotions désagréables sont un peu des projecteurs qui vont éclairer tout ce qui ne va pas chez nous? C'est exactement ça. C'est un peu leur rôle, hein, d'ailleurs. Alors, pas que ce qui ne va pas chez nous, mais en fait, c'est double. C'est-à-dire que, par exemple, je te prends l'exemple du trac, l'angoisse, etc., le stress. Le stress, à l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est pour me prévenir d'un danger extérieur. Tu vois, donc à la fois, ça va renvoyer à un danger externe qui va me permettre de réagir par rapport à mon environnement, qui va permettre, par exemple, imaginons que tu as une bicyclette qui fonce sur toi demain dans la rue. Le fait que tu aies eu ce stress, ça va te permettre de rapidement réagir. Et du coup, c'est un mécanisme aussi de survie. Donc, ça nous permet d'adapter nos réactions en fait à ce qui se présente dans notre environnement. Pareil pour la colère. C'est quelque chose qui est au départ externe, mais finalement qui se traduit après au niveau interne. Donc, c'est comment est-ce que je m'adapte toujours à mon environnement. Tu vois? Et ce qui fait que ces émotions-là, en fait, elles me sont très utiles. Elles me sont particulièrement utiles. Justement, en parlant d'émotions un peu utiles comme ça, j'ai remarqué une grande difficulté chez les gens un peu qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, c'est cette incapacité à mettre un mot, à nommer leurs émotions. Parce que parfois, tu penses ressentir de la colère alors que c'est juste de la tristesse. Parfois, tu penses juste être triste alors que tu es juste frustré, etc. C'est quoi ta technique pour reconnaître quelle émotion est présente à l'instant T? Ouais, c'est très important ce que tu me dis, en fait. Et des fois, d'ailleurs, ce ressenti de l'émotion, on l'a pas toujours. C'est que des fois, je peux avoir, et notamment en travaillant au niveau énergétique, des fois, je m'aperçois que il y a de la colère dans l'énergie de la personne ou de la tristesse, etc., mais que la personne ne le ressent pas encore, en tout cas. Que ça devient conscient progressivement, qu'après, justement, quand elle se reconnecte à son enfant intérieur, etc., ça redevient conscient, mais qu'au départ, elle ne le ressent pas forcément et donc il y a beaucoup d'émotions des fois qui sont inconscientes. Donc ça, c'est la première chose. Verbaliser l'émotion, c'est vraiment une première étape. C'est ressentir l'émotion. Ça, c'est super important de savoir, OK, comment je me sens quand je suis en colère? Quels sont chez moi, en fait, mes symptômes de la colère, entre guillemets, qui va me permettre après de la verbaliser, cette colère-là. Et puis, après, de comprendre quel besoin est-ce que j'ai derrière ça et de me permettre de réagir. Parce que, alors après, des fois, on a simplement besoin, et très souvent c'est le cas, souvent on a simplement besoin d'évacuer notre colère et puis c'est bon, tu vois. D'autres fois, on a besoin de comprendre quand même un peu plus le besoin qu'il y a derrière. Parce que par exemple, moi je vais te donner un exemple
très précis. Moi, je travaillais dans une entreprise, tu vois, qui me correspondait absolument pas. Où pour le coup, je ressentais beaucoup d'émotions justement désagréables que je n'arrivais pas à exprimer parce que dans l'environnement de travail, des fois, c'est très compliqué justement d'exprimer ces émotions. Et à un certain moment, tu vois, si je ne m'étais pas posé la question du besoin, ce que venaient me dire ces émotions-là, je pense que je ne serais pas partie de mon travail. Tu vois, donc se poser la question de pourquoi est-ce que je ressens ces émotions, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai qu'en fait, au niveau de mon travail, là, c'est peut-être pas aligné avec ce que je suis et avec un de mes besoins qui est d'avoir de bonnes relations avec mes collègues, d'avoir un entourage aussi qui soit positif pour moi, parce que moi, je suis moi-même aussi hypersensible. Et très souvent, je remarque que c'est le cas pour beaucoup d'hypersensibles, d'avoir un entourage qui soit, on va dire, bienveillant. Donc voilà. Et ce qui fait que se poser la question de quel est le besoin qu'il y a derrière mon émotion, ça constitue aussi un passage à l'action pour moi. C'est pas forcément toujours nécessaire. Des fois, on a juste besoin de libérer l'émotion et c'est OK. Mais des fois, on a besoin quand même d'aller creuser un petit peu. C'est complètement génial au final, parce que ça veut dire que dès qu'on vit des mauvaises émotions, on peut dire que c'est une occasion de chercher ce qui ne va pas chez soi et de s'améliorer. Ah c'est comme une boussole. C'est une boussole qui te guide à chaque instant, en fait. C'est vraiment une boussole interne, si tu veux, qui est intégrée à nous et qui nous guide. Et d'ailleurs, des fois, tu as des surréactions, des choses comme ça, qui te renvoient à certaines mémoires. Tu vois, tu as plein de choses derrière les émotions qui fait que ça te pointe aussi vers des choses qui, effectivement, ne sont pas guéries à l'intérieur de toi. Et donc ça, c'est pour ça que c'est très intéressant, cette dynamique des émotions. J'ai une question super intéressante parce qu'on parle d'émotions et en même temps on parle de relations aux autres. Tu sais, généralement, enfin moi je suis comme ça, en tout cas, je suis quelqu'un de très... j'ai beaucoup de compassion, j'arrive vraiment à comprendre les gens et Mm. tout. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé des situations où c'est allé trop loin et où, entre guillemets, j'étais triste pour la personne, je ressentais la tristesse de la personne. En gros, je prenais ses problèmes sur mon dos. Après, c'est quelque chose et tout que j'ai pu améliorer et travailler. Oui. Mais toi, quel est ton conseil justement pour avoir de bonnes relations avec les autres, les comprendre et tout, mais sans non plus absorber toutes leurs émotions? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est la différence entre la compassion et l'empathie. Tu sais, la compassion, ça vient de comme, donc souffrir en fait avec la personne, où là, effectivement, tu t'associes à ses émotions et des fois, tu sais même plus quelles sont tes émotions et quelles sont les leurs, en fait. C'est comme si tu t'associais à leurs émotions, mais sans vraiment pouvoir différencier les deux. Et l'empathie, qui est le fait de comprendre les émotions des autres. Voilà, je prends l'information, mais je ne m'associe pas à l'émotion de l'autre. Je sais que c'est son émotion et que moi, j'ai mon émotion. Alors pour ça, si tu veux, moi, la technique que j'ai va être plutôt, on va dire, énergétique. Moi, j'imagine que j'ai une bulle autour de moi, tu vois, une bulle de lumière, entre guillemets, qui me protège justement quand je sens que justement la personne en face a des émotions très, on va dire, très chargée en émotions désagréables, etc. Justement, quand j'ai pas envie de me faire, entre guillemets, contaminer par ces émotions-là, même si, après, je pense que comment dire, quand on se fait contaminer par quelque chose, c'est aussi que ça résonne en nous. C'est aussi qu'on a ça un petit peu en nous et que si ça arrive à nous toucher, c'est qu'il y a, si tu veux, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu aussi en nous. Donc déjà, en termes d'émotion et en termes de pourquoi est-ce que je m'associe aussi à la personne qui est en face de moi. Donc, on peut avoir l'image effectivement de cette bulle autour de nous qui nous protège, entre guillemets. Euh, Moi, ce que je ferais, c'est aussi d'aller voir à quelle partie ça fait référence chez moi. Tu vas de me dire, j'ai cette colère qui est arrivée. En fait, pourquoi est-ce que cette colère est venue dans mon environnement? Qu'est-ce qu'elle vient me dire aussi? Parce que moi, je crois beaucoup à une chose, c'est que tout ce qui se présente à l'extérieur de nous, finalement, est un peu le miroir de notre intériorité. Et donc, quand j'ai quelqu'un très en colère qui vient dans mon environnement, et comme je t'ai expliqué, ça m'est arrivé même hier, hein, je pense que ça nous arrive régulièrement, c'est de se dire qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Sur quoi est-ce que ça résonne? Et quelle croyance est-ce que j'ai à résoudre peut-être par rapport à ça? Quelle croyance ou quelle mémoire? De manière à ce que justement, quand j'ai ce type de mécanisme, quand j'ai ce type de personne qui arrive, qui est chargée, finalement, si moi j'ai tout résolu à l'intérieur de moi, entre guillemets, ça ne m'intéresse plus. Il n'y a plus d'accroche, si tu veux, il n'y a plus de prise, justement, pour que ça me touche.
Tu sais, en parlant d'émotions et aussi de relations aux autres, on en parlait justement avant cette interview que parfois comme ça, il y a des gens qui vont des gens frustrés qui vont venir lâcher toutes leurs émotions sur toi. Par exemple, Ouais. ça peut être ton patron au boulot qui va venir et qui va te gueuler dessus, ça peut être ton voisin qui va te saouler parce qu'il n'est pas heureux dans sa vie et qu'il a des mauvaises émotions. Et ma question, elle est un peu complexe parce que je ne sais pas trop comment la formuler en tout cas, mais est-ce que tu penses que les gens qui, comme ça te lâchent leurs mauvaises émotions, est-ce qu'il faut leur pardonner? Est-ce qu'il faut leur comprendre? Est-ce qu'il faut s'en éloigner? Quelle est la conduite à tenir face à eux? Bah, ça dépend. Disons que si c'est des personnes qui sont toxiques, tu vois, et où à chaque fois que tu es avec eux, tu vas te sentir parasité, tu vas ressortir de l'échange, tu te sentiras pas bien, etc. Là, moi, je conseillerais plutôt de s'en éloigner parce que ça va te bouffer au fur et à mesure. Et puis, moi, j'avais le cas, si tu veux, d'une relation que j'ai eue, si tu veux, où la personne, à chaque fois que, à chaque fois que je ressortais d'un échange avec cette personne-là, tu vois, au départ, j'étais gaie, j'étais joyeuse et tout, enfin voilà. Et à chaque fois que je l'avais au téléphone ou qu'on se voyait même en physique, je ressortais, j'étais plombée. Mais vraiment. Tu vois, je me sentais vidée, je me sentais pas du tout bien. Et à ce moment-là, bah, les personnes comme ça qui nous font pas du bien, moi, ce que je fais, mais après, c'est ma stratégie personnelle, hein, mais voilà, c'est que je leur accorde leur juste place en fonction de leur niveau de plombitude, quoi. Tu vois, si Mm. la personne n'arrête pas de me plomber, à un certain moment, je coupe les ponts parce que j'ai pas envie de me laisser non plus plomber. Si la personne, bon, c'est de temps en temps, etc., bon, ça va. On a tous, de toute manière, nos moments où voilà, où on peut être aussi nous plombants. Donc, il y a aussi une certaine tolérance quand même à avoir. C'est pas, voilà. Euh, et ta deuxième question, je ne me souviens plus. En fait, globalement, ma question, c'était aussi comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre les gens Oui, sans forcément ressentir de négatif envers eux. Parce que moi, je vais prendre mon exemple qui est très oui, personnel pour le coup. Moi, j'ai une relation qui était très compliquée avec ma mère. Et moi, en fait, j'ai été abandonné par mon père et rejeté par ma mère. oui, C'est vrai que ma mère, elle a souvent été assez, si je peux dire ça, assez méchante avec moi. J'ai beaucoup été frappé et tout pendant mon enfance. Même si aujourd'hui, ma maman, je m'en suis un peu éloigné parce que ça m'apportait pas beaucoup de négatif, beaucoup de positif, pardon, ça apportait plus de négativité qu'autre chose. À l'heure d'aujourd'hui, tu vois, moi perso, j'arrive à ne pas ressentir de colère envers elle, mais à la comprendre que effectivement, peut-être qu'elle aussi, elle a des blessures, qu'elle n'a pas oui. travaillé, peut-être qu'elle a des traumatismes qu'elle n'a pas travaillé, donc je comprends. Et moi, j'aimerais ton avis en tant qu'experte des émotions pour les gens qui n'arrivent pas à le faire. Comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre les gens sans forcément être en colère et avoir du négatif, en fait? Ouais, alors c'est très intéressant. Moi, je pense que tu as plusieurs étapes en fait dans ce que tu me dis. Déjà, je pense que c'est très dur de comprendre la personne quand tu es chargé de toutes ces émotions. Tu vois, et par exemple, imaginons une personne qui s'est fait violer, et j'en ai eu plusieurs hein, qui ont été victimes de viol. Euh, Tu peux pas, tu vois, pour arriver au stade où la personne pardonne à son agresseur, entre guillemets, c'est ça pour moi, c'est la dernière étape. Mais tu as plein d'étapes avant. Pour moi, vraiment, la première étape, déjà, c'est de libérer toutes les émotions qu'on a internalisées. Ce qui n'est pas du tout simple, hein. Des fois, quand c'est des événements comme ça traumatiques, entre guillemets, tu as des mécanismes déjà de dissociation émotionnelle. C'est-à-dire que quand tu vis l'événement émotionnel, des fois, tu as même de l'amnésie. C'est-à-dire que la personne ne se souvient même plus, n'a plus de souvenir de ce qui lui est arrivé. C'est un mécanisme, si tu veux, de protection du cerveau qui dit bah là, c'est trop dur pour toi, ok, je stoppe. C'est comme, tu sais, et au niveau physique, c'est la même chose. Quand tu as, par exemple, une douleur intense, souvent, tu ne vas plus ressentir au bout d'un moment ces douleurs ou tu tombes dans les pommes. Parce que c'est comme si ton psychisme se mettait en court-circuit et se dit, voilà, c'est trop dur, là, je peux plus assumer, quoi. Donc, c'est souvent ce qui se passe et tu as souvent des mécanismes de dissociation émotionnelle. C'est-à-dire que on a tous notre enfant intérieur, enfin voilà, et souvent quand on vit ce type de traumatisme, il se dissocie. C'est comme si nos émotions n'étaient plus à l'intérieur de nous, en quelque sorte. Et ce qui fait que bah, le premier travail qu'on va
faire, c'est de savoir, alors ça peut être en mode dissocié au départ, parce que des fois la personne n'est pas prête tout de suite à se réassocier à ses émotions, mais au départ ça peut être en mode dissocié, ok, ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a ressenti comme émotion? Quel a été son besoin? Donc, au départ, moi, je fonctionne beaucoup comme ça quand c'est vraiment des événements trop durs pour la personne. Et après, on réassocie, si tu veux, l'enfant intérieur. On le réassocie et puis à ce moment-là, la personne peut ressentir de nouveau ses émotions qu'elle a vécues par rapport au traumatisme qui a été généré. Ça, c'est la première étape déjà de libérer ses émotions. Donc après, moi, ce que je conseillerais, c'est par exemple aussi de faire une lettre, tu vois, de noter toutes les choses en fait qu'on a ressenties par rapport à ça, tu vois, de tout lâcher en fait. Ça, c'est vraiment l'étape où je me purge, tu vois, de ces émotions-là, voilà, qui peut prendre plus ou moins de temps, hein, parce que c'est pas du tout évident. Et ça, c'est plutôt un travail de psychologue d'ailleurs, hein, plus que de coach. Moi, en général, les personnes que j'accompagne sur ça, c'est en post-psychologie, on va dire. Je me substitue pas à un psychologue là-dessus. Et deuxième étape, si tu veux, ça va être donc celle de la guérison. C'est je soigne mon enfant intérieur, voilà, j'accepte mes émotions, je les accepte comme étant valides, comme étant justes pour moi. Et ça, c'est très important. C'est une étape très, très importante. Et puis ensuite, troisième étape, effectivement, j'arrive à pardonner, j'arrive à comprendre la personne qui m'a fait ça. Mais comprendre, ça ne veut pas dire accepter. C'est je peux comprendre, tu vois, la personne dans ce qu'elle a fait, etc. Pour autant, je ne suis pas dans l'obligation d'accepter ce qu'elle a fait euh, quand ce n'est pas acceptable pour moi, et c'est OK. Par exemple, quelqu'un qui se fait violer, je peux comprendre l'agresseur du fait qu'il était dans telle ou telle circonstance. Pour autant, un viol, ça reste un acte qui n'est pas acceptable. Ça, on est d'accord. Et puis après, de pardonner. Mais pardonner, c'est pas pour l'autre, hein. C'est pas pour l'agresseur, c'est pas pour quelqu'un d'autre que soi. Pardonner, je le fais surtout pour moi. Je le fais surtout pour guérir, pour finir de guérir cette blessure-là, pour faire la paix avec elle, pour me pardonner à moi aussi. Et ça, tu as une technique qui est très intéressante aussi, qui est celle du Ho'oponopono. C'est une technique justement où tu as 4 phrases. Ouais, je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Et ces 4 phrases, quand tu les ressens vraiment vibratoirement, elles sont vraiment super efficaces. C'est intéressant ce que tu dis avec le pardon parce que moi, j'ai déjà eu le cas de clientes en coaching comme ça et pour le coup, ça a été mon cas aussi où en fait, le véritable problème, c'était pas le fait de pardonner, c'était surtout la vision du pardon parce que Oui, quand on n'est pas trop initié à ça, on a toujours tendance à penser que pardonner, c'est accepter, c'est donner le droit à l'autre de nous faire du mal. Alors qu'effectivement, d'accord. comme tu dis, d'ailleurs, j'en ai fait un podcast complet là-dessus où justement j'explique que, tout comme tu as expliqué, effectivement, que pardonner, c'est pour toi. C'est parce que toi, tu mérites d'aller de l'avant, tu mérites d'être heureuse, tu mérites mieux. Et pardonner, c'est pas dire tu as le droit de me faire du mal, c'est tu m'as fait du mal, je comprends, maintenant je passe à autre chose parce que je mérite mieux. Et effectivement, il est très important de rappeler que c'est pas le pardon le plus difficile, mais surtout c'est de changer son image du pardon. Ouais, c'est vrai, c'est totalement vrai. Non, mais c'est totalement juste et je pense qu'on a tout intérêt dans ces cas-là à se réussir à se pardonner à soi pour ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à passer à autre chose. Et au final, quels sont les freins, selon toi, Laura, qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement nos émotions? Là, tout à l'heure, on a parlé du regard des autres, de la peur du jugement, etc. Quels sont les freins qui ressortent tout le temps et qui nous empêchent d'exprimer nos émotions? Alors, il y en a plusieurs en fait. Tu as plusieurs cas. Tu as le cas où ces émotions sont bloquées ou refoulées. Tu as ce cas-là qui est très, très, très présent. On va se mettre un petit peu comme une bulle, tu vois. On va être dans une coquille, tu vois, un peu comme un bouclier, et où finalement, on bloque nos émotions parce qu'on a peur que les autres s'en servent contre nous, etc. C'est beaucoup ce que j'entends. C'est des personnes qui vont bloquer leurs émotions parce que finalement, elles ont peur d'être vulnérables aux yeux des autres. C'est J'ai une beaucoup phrase, ça. je te coupe vite fait, j'ai une phrase intéressante là-dessus parce que
Tu sais, en tant qu'homme, j'ai toujours entendu un homme, ça ne pleure pas. Alors oui, tu as beaucoup les hommes qui mettent en place ce type de mécanisme. Je le vois beaucoup, beaucoup chez les hommes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'accompagner les femmes et les hommes, parce qu'au niveau émotionnel, c'est vrai qu'il y a un important travail aussi à faire au niveau de la jambe masculine, avec la croyance collective de je dois être fort, je ne dois pas montrer mes émotions, etc. Et bien ça, qu'est-ce que ça amène? Ça amène à ce qu'on bloque nos émotions. Et surtout, après, il y a aussi la question de l'environnement. Tu vois, si tu grandis, par exemple, dans une famille, bon après, il ne s'agit pas d'incriminer les parents parce que chaque ils ont, voilà, mais ils font ce qu'ils peuvent, hein, faut pas non plus, voilà. Mais c'est vrai que quand tu grandis dans une famille, tu vois, où les émotions sont bien acceptées, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'accepter tes émotions et de ne pas les refouler que quand tu es dans une famille où on te dit non, arrête de pleurer, machin truc, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tout ça, ouais, c'est des mécanismes de défense qui vont nous amener, si tu veux, à bloquer les émotions, des fois à minimiser aussi leur perception. Et à l'inverse, tu as aussi, moi, je travaille beaucoup avec des hypersensibles et pour le coup, ça peut être totalement l'inverse, c'est-à-dire le vase, pour le coup, qui déborde énormément et on ne sait pas comment ralentir un peu le flux, quoi, tu vois. Et ça, tu as les deux extrêmes. Et dans les deux cas, en fait, c'est de réussir à accepter ses émotions, à ne pas les refouler. Et très souvent, c'est ça qu'on va travailler, en fait, aussi en coaching, quoi. Donc, s'il y a des parents qui écoutent ce podcast, tu leur conseillerais vraiment d'inciter leurs enfants à vivre leurs émotions. Absolument, à leur dire que leurs émotions, en fait, sont justes, qu'elles sont valides, voilà, et à leur montrer que les émotions, c'est une part, en fait, c'est une part de nous. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose qu'on doit taire. Donc et c'est vrai que souvent, dans le processus, éducatif, qu'il soit scolaire ou familial, on a tendance, en fait, à faire taire nos émotions progressivement, à devenir des êtres rationnels et pensants. Alors, je dis pas que c'est mauvais, c'est pas ça, mais tu as toujours 3 dimensions dans l'analyse transactionnelle. Par exemple, tu as l'enfant, l'adulte et le parent. Ce qui fait qu'à un certain moment, si l'adulte est trop présent ou le parent trop présent et que l'enfant est brimé souvent par le parent, heu, il y a plus d'équilibre dans ces 3 postures-là. Donc c'est à un certain moment de ne pas brimer en fait l'enfant, mais de lui montrer en fait, que son émotion est juste, qu'elle est valide et potentiellement comment orienter ses émotions. Ça, c'est toute une éducation émotionnelle en fait à faire à ce niveau-là, de lui montrer parce que son émotion en fait après elle va lui permettre aussi d'avoir de l'empathie par rapport aux autres, elle va lui permettre aussi de comment dire? D'exprimer son besoin, donc ces émotions elles sont valides. C'est ça qui nous permet aussi d'avoir du désir. Une personne par exemple qui se coupe totalement de ses émotions, par exemple des personnes dépressives, elles n'ont plus d'envie, elles ont plus de désir. Mm. Elles en ont plus aucun. Et à ce moment-là, c'est tout un travail justement de les reconnecter à leurs besoins, à leurs désirs, à leurs envies, et cetera. Moi, c'est un travail que je ne fais pas, hein, parce que ça, c'est plutôt un travail de psychologue, voire de psychiatre d'ailleurs. Mais voilà. Yes, Laura, on a beaucoup parlé d'émotions désagréables. Maintenant, j'aimerais aussi aborder l'autre côté de la médaille et parler des émotions dynamisantes, des émotions agréables. Une des questions que j'ai, c'est comment est-ce qu'on pourrait construire sa vie de façon à vivre un maximum d'émotions agréables et bonnes? Oui, alors, bon, si tu veux, les 2 font partie de notre vie, en fait, hein. C'est que progressivement, plus on est aligné, moins on a d'extrêmes émotionnels normalement, tu vois? Plus on va vers des émotions qui sont pacifiées, mais je dirais pas que, tu vois, au fur et à mesure que je résous ces blessures en moi, moi, je vais plutôt vers, ce qu'on appelle une ataraxie, c'est-à-dire d'être en paix avec moi-même. Tu vois? C'est plutôt ça, moi, vers lequel, le chemin que je prends en tout cas. Après, dans tous les cas, même même quand tu as conscience de tes émotions et que tu les vis, tu as toujours des émotions, désagréables, agréables et ça fait partie de la vie, quoi. Pour moi, si tu veux, ça ne serait même pas juste de se dire: «Maintenant, je veux vivre que mes émotions agréables». Non, mais la différence, c'est que, par exemple, moi, quand j'ai une émotion qui est désagréable qui arrive, je sais comment la gérer.
Je me fais un petit coup de FT, d'Emotional Freedom Therapy, etc. J'essaye de comprendre pourquoi elles sont là. Tu vois, je les exprime, machin. Je crie, je hurle, je machin, quand c'est vraiment des émotions, voilà. Mais au bout d'une semaine, c'est bon. Tu vois, après, je passe à autre chose. Alors que peut-être que quand tu as moins de conscience émotionnelle, on va dire, à ce moment-là, il va te falloir plusieurs mois, voire plusieurs années avant de pouvoir les libérer, voire même tu vas les bloquer. Donc voilà, c'est plutôt pour moi, tu vois, d'apprendre à avoir une bonne hygiène émotionnelle, plus que de me dire, je vais ressentir que des émotions agréables ou désagréables. Ces émotions elles sont présentes, maintenant, comment est-ce que je fais pour les gérer? Comment est-ce que je les accueille? Et ça, c'est très important. Et surtout, se dire que ces émotions-là, parce que moi, j'entends beaucoup des personnes hypersensibles, donc des personnes avec qui je travaille, qui me disent: «Ah moi, je voudrais me couper de mes émotions, me couper de ma sensibilité». Eh ben non, parce que cette sensibilité, pour moi, c'est une vraie force, justement. C'est ce qui te permet, si tu veux, de développer, d'avoir de l'empathie par rapport aux personnes, d'être progressivement de plus en plus aligné avec qui tu es aussi. Parce que comme on disait, nos émotions, c'est un vrai guide intérieur. Et du coup, d'aller vers de plus en plus d'alignement, de connaissance de toi. Et c'est important de préciser que tes émotions, c'est une partie de toi, que c'est pas un truc extérieur. Parce que très souvent, c'est la remarque que j'ai. C'est quoi finalement le processus, comme tu dis, pour trouver la paix intérieure et être en paix avec soi-même? Parce que tu sais, il y a aussi beaucoup de personnes au niveau des émotions, et là je parle pour le coup des émotions agréables, qui sont dépendants de facteurs extérieurs. En mode, quand je vais écouter telle musique, je vais me sentir bien, quand je vais être avec telle personne, je vais me sentir bien, quand je vais atteindre tel objectif, je serai heureux, etc. Et c'est cool, hein, il faut pas non plus cracher dessus. Mmh. Mais c'est quoi le processus pour arriver à un stade où on est en paix, même si extérieurement, on est, même si par exemple on est seul au fond d'une grotte? L'exemple sera plus facile à comprendre. Moi, je dirais que c'est de résoudre les blessures à l'intérieur de soi, que ça soit des mémoires, des croyances. Tu vois, par exemple, je te reprends l'exemple des surréactions parce qu'on ne l'a pas forcément développé, mais il y a des fois, tu vois, moi, des fois, je surréagissais à des trucs. Je me disais: «Mais pourquoi je surréagis à ça? Mais franchement, c'est débile, tu vois? Mais pourquoi j'ai surréagi?» Et en fait, je me rendais compte derrière que ça renvoyait à des croyances que j'avais, à des mémoires, à des trucs comme ça. Et ce qui fait que là, tu comprends, tu dis: «Ah mais en fait, d'accord, j'ai cette mémoire derrière, hem et du coup, c'est pour ça que je surréagis, en fait». Et très souvent, nos réactions ou nos surréactions émotionnelles renvoient à des choses qu'on a en nous qui ne sont pas guéries. Et moi, je te prendrai un petit peu, tu sais, moi, je prends souvent cet exemple-là, celle d'une pièce. C'est comme si tu étais dans une pièce, tu vois que tu avais une partie de la pièce qui est éclairée, qui est très belle, qui est très éclairée, etc. Et puis, tu as le reste qui est dans l'ombre. Tu vois? Et progressivement, c'est de mettre la lumière sur ces différentes parties de soi qui sont dans l'ombre et de les réintégrer, si tu veux, de les accueillir comme étant aussi des parts de soi, des parts de cette pièce-là. Et pour moi, c'est tout le processus d'acceptation de soi. C'est pas uniquement d'accepter ce que j'ai envie d'accepter, parce que ça, c'est la partie, on va dire, qui est pas trop compliquée encore. On va dire que ça va, même si c'est déjà une étape, hein, voilà. Mais c'est progressivement aussi de réussir à accepter, ce que j'ai pas trop envie de voir, tu vois? Et ce que je vais renier. Des fois, tu as des mécanismes de déni, de refoulement, et cetera. Donc c'est pour ça aussi que des fois, c'est pas du tout, évident. C'est que des fois, ce n'est pas du tout conscient. Et c'est là où c'est intéressant aussi de faire appel à quelqu'un qui va nous mettre en lumière aussi ces différentes parties, qu'on a à réintégrer. Nous dire: «Bah, tiens, regarde ça, ça tu tu ça dans tu ça qui est présent, ça serait intéressant que tu l'acceptes». J'ai une super question, mais je pense que du coup, tu l'as déjà répondu à moitié. Tu disais que du coup que les mauvaises émotions, que ça fait partie de la vie, qu'en gros c'était impossible de les éviter, qu'elles seront toujours là, qu'il faut les accepter. Et aussi tu disais que les mauvaises émotions mettent en lumière certaines parties de toi, certaines blessures, certaines failles qu'on peut travailler. Et moi la question que j'ai, c'est
au final, est-ce qu'on peut arriver à un niveau où on a travaillé toutes nos blessures, toutes nos failles, tous nos besoins, ou est-ce qu'au contraire, il y aura toujours ce côté où on n'aura pas travaillé, mais qu'il faut accepter? Est-ce qu'on peut arriver à un stade où on a 100% travaillé sur nous? Bah là, tu deviens Bouddha, tu deviens un maître ascensionné, tu vois? Tu deviens, ouais, c'est possible, oui, mais ça prend un peu de temps. Des fois, moi, je travaille aussi au niveau énergétique, si tu veux. Bah, ça te prend quelques incarnations pour le faire en général. Et puis, bah, quand tu as fini, en fait, tu ne te réincarnes plus, quoi. Tu as juste fini ton cycle d'incarnation et puis c'est bon, quoi. Enfin, selon moi, ce que je crois. Après, chacun a sa vision aussi des choses. Et dans ce domaine-là, on ne peut jamais être sûr, hein. Mais en tout cas, moi, ma perception que j'ai, c'est que si tu veux, tu as toujours. En tout cas, moi, ce que je crois, c'est que quand tu es sur Terre, de toute manière, tu as toujours des trucs à bosser, etc. Et, euh, et tendre, comment dire, et de toute manière, c'est toujours un processus pour moi de libération, si tu veux. C'est d'avancer vers plus de libération, que ça soit émotionnelle ou libération tout court, en fait, de liberté par rapport à ça et de paix intérieure. Ça, après, bah, c'est Bouddha, c'est oui, des maîtres ascensionnés. Bon, moi, j'en suis pas encore à ce stade. Je sais pas pour toi, mais moi, je sais que malgré le fait que j'ai réintégré pas mal de trucs, je pense, je suis pas encore, en toute modestie, dans ce schéma-là encore. C'est intéressant parce que tu dis, c'est vrai qu'on a tous notre vision là-dessus. Et moi, la vision que j'ai personnellement, et je vais te la partager, c'est que effectivement, pour moi, le développement personnel et le chemin de vie en général, c'est un chemin qui est complètement infini et qui est complètement sans destination, d'où le fait de profiter du processus. Et moi, je pense effectivement qu'on c'est impossible d'arriver à un niveau 100%, on a travaillé sur nous, mais le bon côté des choses, ça veut dire que tu peux constamment t'améliorer, tu peux t'améliorer Mm. tout le temps, devenir meilleur tout le temps, jusqu'au moment où tu vas quitter ce monde. Et rien que ça, je trouve génial en fait, parce que c'est mieux de se dire, je suis sur un chemin infini et je progresse tout le temps, que de se dire, je progresse et après, quand j'ai fait, bah ouais, mais je fais quoi par la suite? Donc, Ah bah oui, c'est sûr, c'est clair. Bah moi, je crois qu'on est beaucoup là pour expérimenter les choses aussi, tu vois, pour faire des expériences de vie et pour monter en conscience par rapport à ça. Donc, je pense que c'est pour ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il y a juste des choses qui nous font aussi apprendre. Et tu vois, par exemple, je te parlais de mon expérience professionnelle qui avait été assez désastreuse, où j'ai fini bah, à contenir toutes les émotions et limite à faire un burn-out. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, Bah, ça a été très enrichissant. Ça a été un apprentissage pas possible. Et si je m'étais pas posé justement ces questions-là, si j'avais pas eu ces événements, tu vois, qui étaient venus sur mon chemin, bah, je me serais pas remise en question. J'aurais continué sur cette voie-là, tu vois, tranquillement, sans me poser de questions, en me disant, ouais, bah, c'est bon, ça me correspond et tout, alors que pas du tout. Et en fait, plus tu arrives à écouter tôt ces signes-là, et plus tu arrives aussi à te remettre sur le chemin qui est le tien, qui est aligné avec toi. Et bah, il y a des fois, souvent, on t'envoie des trucs de plus en plus. Bah, moins t'écoutes et plus ça risque d'être aussi violent, entre guillemets, hein. Parce que bon, si tu veux, mais c'est à la mesure de ce qu'il te faut, en fait. C'est ça, c'est que moi, si j'avais eu un truc moins violent qu'un burn-out, je pense que je n'aurais pas écouté. Je pense que ça m'a vraiment été très utile. Laura, pour finir ce podcast, avec tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as partagé, et surtout par rapport à ton expérience de vie, etc., tout ce que tu as pu accomplir, je vais te poser une question un peu plus personnelle. Si tu avais un message à faire passer dans ce monde, ça serait lequel? Ça serait lequel? C'est une très bonne question. Je dirais que c'est d'être authentique. C'est vraiment ça. D'être aligné à chaque instant avec soi, d'être authentique et d'être à chaque instant dans l'amour de soi avant tout. Parce que c'est comme ça que c'est là que tout part pour moi. C'est vraiment de l'authenticité à soi. C'est de pas et c'est très dur hein, parce qu'on a souvent des archétypes, des personnages qu'on a envie de jouer et tout par rapport aux autres. Tu vois, des fois, ça peut être la personne bien, la personne machin, non. C'est d'être authentique. Que j'ai des émotions agréables, désagréables, dans tous les cas, elles sont justes. D'oser Et être de soi-même. pas, ouais, d'oser être soi-même. C'est exactement ça.
C'est d'oser se faire confiance, être soi-même, de cultiver son amour de soi. C'est parce que c'est de là que tout part. On peut, encore une fois, on ne peut pas donner de l'amour aux autres si on n'en a pas déjà soi-même, en soi. C'est comme si j'essayais demain si je te disais, vas-y, je vais te donner une Lamborghini, alors que j'en ai pas. Tu vois, je fais comment? Je peux pas. Yeah, c'est compliqué. Bah ouais. Et donc, c'est pour ça, déjà, de cultiver cet amour pour soi avant de le donner aux autres. Je pense que C'est c'est vraiment essentiel. beau. Merci. Est-ce Je que te tu peux, remercie. est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu proposes à tes clients, ce que tu proposes comme produit et surtout où est-ce qu'on peut te trouver s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui veulent aller plus loin pour travailler avec toi? Ouais, alors moi, ce que je propose, si tu veux, c'est vraiment un programme d'accompagnement de 3 mois, un programme transformationnel. Alors après, on peut prendre aussi une séance déjà comme ça pour tester, hein, c'est OK. Mais où j'accompagne vraiment les personnes sur 3 dimensions, enfin 3 étapes, on va dire, clés pour moi, à mon sens. Déjà, l'estime de soi, de renforcer l'estime de soi, la confiance, tout ce qui va être de l'ordre de la connaissance de soi aussi, tu vois, d'apprendre à se connaître. Ça peut paraître bête, mais pour moi, je pense que c'est clé. Deuxième étape, tout ce qui est le désamorçage des différents freins, des croyances. Euh, Éventuellement, ça peut être certaines expériences passées qui font encore blocage. Enfin voilà, faire la paix aussi avec son passé. Et troisième étape, le passage à l'action. Donc ça peut être, par exemple, moi je suis spécialisée aussi dans la communication, mais ça peut être aussi au niveau professionnel pour avoir plus de clarté au niveau professionnel. Des fois, j'ai accompagné aussi des personnes pour réussir à monter en énergie, pour développer leurs capacités. Donc voilà, après, passage à l'action, ça peut être différentes choses. Mais dans tous les cas, moi, les 3 étapes que je propose, c'est pour les personnes, plutôt des personnes hypersensibles, qui vont sentir qu'elles manquent de confiance en elles, et leur montrer qu'elles ont entre les mains. Non seulement c'est pas une tare, mais qu'au contraire, c'est vraiment un super pouvoir et que c'est une super capacité. Et c'est ça vraiment que j'ai envie de transmettre. Donc voilà. Euh, Tu ne l'as pas mentionné, mais est-ce que tu peux aussi me dire que tu as écrit un livre? Ah oui, non, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Oui, effectivement, j'ai aussi écrit un livre. Je fais aussi des conférences dans des entreprises. J'ai écrit un livre, effectivement, sur la gestion du trac dans la prise de parole en public. Et donc voilà, donc n'hésitez pas. Après, de toute manière, le premier rendez-vous que vous prenez est totalement gratuit. On fait connaissance simplement. Et puis, je vois après, avec les personnes, si oui ou non, on peut travailler ensemble. Parce que c'est aussi, je pense, un choix mutuel à faire. Moi, quand je décide d'accompagner une personne, j'ai envie de le faire à fond. Voilà, j'ai envie qu'à la fin, la personne me dise, ça y est, vraiment, j'ai passé un cap dans ma vie. Je sens que vraiment, ça va beaucoup mieux, etc. Euh, donc voilà. Où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter? Oui, alors tu peux me trouver sur www.lauraballot-hypersensible.com. Je viens de changer mon URL, c'est très bien, ça me permet en même temps de la communiquer. Oui. Et à ce moment-là, voilà, c'est possible de réserver un créneau de 30 minutes offert où on échange sur les problématiques et où on apprend à se connaître, quoi. De toute façon, ce que je ferai, c'est que je mettrai tous les liens dans la description. Comme ça, si les gens ils veulent te contacter, ils pourront te contacter directement. Et surtout, les amis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à en parler pour que le message de Laura puisse se propager. Parce que moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était très intéressant ce podcast et Je te très remercie instructif. beaucoup. Je te remercie beaucoup, mais je te remercie beaucoup en tout cas pour ton invitation et ça me fait vraiment plaisir de partager sur ton podcast. C'est top, c'est vraiment super. Avec plaisir. Bah écoute, Laura, avant de te quitter, si tu veux dire un petit mot pour la fin, c'est le moment. Prenez confiance en vous, osez être vous. Moi, c'est vraiment le message voilà, que j'ai envie de faire passer. C'est ne laissez pas des choses, des barrières vous arrêter dans ce que vous avez envie de faire. C'est oser franchir, on va dire, les frontières, passer à l'action en fait. Et moi, je sais que récemment, je suis passée à l'action aussi sur un domaine où j'étais encore dans ma zone de confort pour le coup. C'était mon lieu d'habitation, mon lieu de vie où Mhm. j'habitais en Île-de-France. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, stop, j'en ai marre, On en je avait, pars. on en avait parlé l'autre fois quand on s'était vu. Bah ouais, c'est ça. Et puis en fait, j'ai fait différents Airbnb et tout. J'avais posé l'intention, tu vois, au mois de novembre, j'avais posé l'intention, tiens, j'aimerais bien changer de lieu de vie, trouver un colocataire et tout, machin. Bah, je trouve quand même un colocataire en décembre.
tu vois, qui est vraiment aligné, on a les mêmes visions et tout, on peut même bosser ensemble et tout, le truc, mais incroyable. On avait eu vraiment cette sensation, mais comme si on était frères et sœurs, si tu veux. Et puis bah, après, en janvier, on a fait des Airbnb, des trucs dans le sud de la France. Et puis là, ça y est, ça fait une semaine qu'on a signé pour un appartement, du coup, à Narbonne, dans le sud. Et mais je suis super heureuse et je me dis, Ouais. mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi? Donc, tu as le soleil maintenant. Ouais, j'ai le soleil. Ici, il fait entre 18 et 20 degrés au mois de février, tu vois. Ah, bah ça va, ça va. Quand je vois la neige dans le nord de la France, je me dis, ah, mais c'est un autre monde, en fait. Non, Ouais, mais c'est effectivement. génial. Donc, osez, en fait, faire ce qui vous appelle, quoi. C'est surtout ça. De toute manière, vous ne pourrez pas vous planter. À partir du moment où ça correspond à ce que vous êtes et à ce que vous avez vraiment envie, on ne peut pas se planter. Là où on se plante, justement, c'est quand on reste dans une situation qui ne nous correspond pas, même si c'est confortable. Donc voilà, oser, en fait, c'est surtout ça. Oser, c'est le maître mot. Ouais, mais vraiment, ouais, clairement. Super. Enfin, Bah, voilà. écoute, Laura, je vais te laisser là. On va finir là-dessus. Merci encore pour cette interview. Merci pour ta valeur, ce que tu apportes. Merci pour ce que tu es. Et on Merci se à dit à toi. très vite. Allez, ciao. Ciao, au revoir.